Là, ça marche pas. Je vais essayer d'arrêter le partage. Ouais, recommence. Ah, voilà, ça a l'air bon. Parce Ouais, c'est que bon. C'est c'est bon. bon. Alors, pour commencer, quelques généralités. Alors, comme l'a dit Loïc, on ne va pas être très long sur la partie un peu clinique. Tout d'abord, alors on va parler dengue aujourd'hui, mais finalement, on parle aussi souvent de trois arboviroses ensemble, donc chikungunya, dengue et Zika, parce que c'est des pathologies qui ont beaucoup de points communs. Donc, la clinique, elle se ressemble beaucoup. Les zones de circulation du virus, on va le voir sur la carte, c'est un peu les mêmes. Le mode de transmission principal, c'est le même. Donc voilà, nous, on a souvent tendance à les présenter un petit peu les trois, même si aujourd'hui, on fait un focus sur la dengue. Donc la dengue, c'est un flavivirus, donc il y a quatre sérotypes, ce qui va avoir son importance. Côté clinique, rien de très spécifique, ça va être syndrome pseudogrippal avec une fièvre, céphalée, douleur rétro-orbitaire, voilà, douleur articulaire, douleur musculaire, parfois éruption cutanée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une grosse majorité de cas qui sont asymptomatiques, hein, un petit peu plus de 2 tiers. Il peut y avoir des formes graves, donc des formes hémorragiques, comme le cas dont a parlé Loïc. La transmission, elle est vectorielle, donc c'est le moustique Aedes. Et l'immunité, elle est prolongée, malheureusement, elle est prolongée par sérotype. Ce qui veut dire qu'un patient qui a fait une dengue avec un sérotype 1, il pourra plus tard refaire une dengue avec un sérotype 2 ou 3 ou 4. Donc, côté diagnostic, donc si on est précoce après le début des signes, c'est-à-dire jusqu'à J7 après le début des signes, on peut faire de la PCR. À partir de J5, on commence à avoir l'apparition d'anticorps, donc là, on pourra faire de la sérologie. En pratique, la PCR est quand même toujours recommandée si c'est possible de la faire, voilà, si ça colle en termes de délai, parce qu'elle est plus spécifique. Au niveau des sérologies, on a beaucoup de réactions croisées, à la fois entre les trois pathologies, dengue, chikungunya et Zika, et même avec d'autres virus. Donc voilà, privilégier la PCR si c'est possible. Et puis, je vous disais que vraiment, elles sont similaires, ces trois arboviroses. Et elles le sont tellement que quand finalement un médecin fait une recherche biologique pour l'une d'entre elles, on conseille de faire les trois ensemble. Donc c'est principalement une maladie d'importation, donc dans les zones intertropicales, donc vous voyez Amérique latine, Afrique saharienne, subsaharienne, et puis Asie, Sud, Sud-Est. Donc c'est importation, mais malgré tout, eh ben, on a un vecteur dans l'hexagone. Je pense que tout le monde en a entendu parler, hein. C'est le fameux moustique tigre que vous voyez sur la photo à droite. Donc c'est un moustique qui est très petit, qui est rayé noir et blanc jusqu'aux pattes. C'est un moustique diurne, ce qui veut dire que le moustique qui vous empêche de dormir la nuit parce qu'il fait du bruit et qui vous pique, ça c'est pas du moustique tigre, mais c'est le classique, le culex. Il a une durée de vie d'1 mois à peu près. Et il aime bien les zones urbaines, et puis en particulier les petites réserves d'eau dans lesquelles la femelle va pouvoir aller pondre ses œufs. Il se déplace à peu près 150 mètres autour de son lieu de naissance et il est actif dans l'hexagone de mai à novembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs sont très résistants, ce qui fait qu'ils peuvent se mettre en pause pendant l'hiver et en fait éclore au printemps. Où est-ce qu'il y a du moustique tigre? Eh ben, je pense que bon, la carte parle un petit peu d'elle-même. Maintenant, on en a quasiment partout. Et en comparaison, en 2004, on n'avait qu'un département. C'était le premier, c'était les Alpes-Maritimes. Et puis, vous voyez, petit à petit, ben, au fur et à mesure des années, il remonte dans le territoire. Si on regarde le Grand Est, on a 5 départements qui sont colonisés. Alors attention, sur les cartes, vous n'en verrez que 4 cette année, parce qu'elles sont généralement mises à jour en janvier et qu'en fait, au printemps, il y a la Marne qui est passée aussi comme département colonisé. On a 5 départements colonisés, mais finalement, si on regarde sur la carte de droite les communes colonisées par le moustique tigre, on voit qu'il y a vraiment 2 départements qui se démarquent, hein, c'est le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et je ne sais pas s'il y a des gens du coup du Bas-Rhin, mais on a l'impression de bien voir Strasbourg et puis l'Eurométropole tout autour. Donc le cycle de transmission. On va avoir un cas humain, donc qui va être virémique pendant environ une semaine. Il va se faire piquer par un moustique. Au bout d'une semaine d'incubation, le moustique va être en capacité de transmettre la maladie. Et puis s'il repique un humain par la suite, au bout d'une semaine, on va avoir l'apparition d'un cas. Donc ces étapes, elles sont importantes parce que c'est autant d'étapes justement sur lesquelles on peut agir, soit au niveau du moustique, ça va être de la lutte antivectorielle, soit avec des mesures de protection individuelles, donc autour des humains. La lutte antivectorielle, si on en parle à une échelle un petit peu individuelle, donc ça va être d'éviter la prolifération du moustique. Donc, ce dont on entend beaucoup parler, hein, c'est d'éviter les eaux stagnantes, donc dans les jardins, les terrasses, typiquement les sous-coupes des pots de fleurs, les vases, les gouttières mal entretenues. Mais finalement, ce qui vaut pour vos domiciles personnels, ça vaut aussi pour vos établissements. Et à un côté plus collectif, donc la lutte antivectorielle relève des ARS.
qui passe en particulier par les opérateurs de démoustication. Donc, c'est eux qui vont faire la surveillance entomologique du moustique, donc ce qui permet de classer une commune comme colonisée, faire de l'intervention autour de nouvelles implantations, et puis de mai à novembre, qui est donc la période d'activité du moustique, de mettre en place des mesures autour des lieux fréquentés par les cas. Donc ça concerne les départements colonisés. Donc autour des cas, il y a aussi des recommandations qui sont faites, hein. Normalement, voilà, on veut éviter que les gens se fassent piquer s'ils sont virémiques. Donc une série de gestes à adopter pour éviter la piqûre et donc de transmettre la maladie. Donc ça va être de porter des vêtements amples et couvrants, utiliser les répulsifs cutanés, ventilateurs, et puis dans la mesure du possible de limiter ses déplacements. Donc ça, c'est des mesures, voilà, autour des cas, donc parce qu'on est vraiment dans l'optique limiter l'apparition de cas autochtones, mais évidemment, une bonne partie de ces mesures, elles sont valables aussi pour les voyageurs. Et donc, voilà, de faire de la sensibilisation pour les gens qui partent dans des régions où il y a du chikungunya, de la dengue ou du Zika. C'est toujours important aussi, et ça va être les mêmes choses, hein, les vêtements couvrants, les répulsifs, moustiquaires, etc. Dans l'autre sens, c'est-à-dire au retour, c'est important aussi que les gens soient du coup sensibilisés et à penser à consulter le médecin quand on est symptomatique et qu'on rentre dans un de ces pays. Parce qu'on l'a vu, hein, déjà, bon, il y a beaucoup d'asymptomatiques, mais finalement, ça peut ressembler à un rhume, une grippe, donc on n'a pas forcément le réflexe de consulter pour ça. Un petit point vaccination, alors avec un point d'interrogation. Actuellement, on a deux vaccins qui ont une AMM européenne. Donc le premier, c'est Dengvaxia, pour lequel il y a aussi des recommandations HAS. Donc, ce qui a été proposé, c'est que c'est un vaccin qui peut être utilisé, mais alors chez les 6-45 ans, les résidents aux Antilles, parce qu'en fait, le critère, c'est qu'il faut des territoires où il y a une circulation importante du virus. Et surtout, il faut un antécédent de dengue. Donc ça, c'était un petit peu la difficulté. En fait, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient vaccinées, mais qui n'avaient jamais eu la dengue, avaient un surrisque de faire une forme grave. Donc c'est vraiment un critère strict. On peut administrer le vaccin que si les personnes ont déjà eu la dengue. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un test qui soit fait avant la vaccination, puisqu'il faut que ce soit un antécédent confirmé, hein. Ça ne peut pas être juste le patient qui dit, bah voilà, moi je me rappelle, j'ai eu la dengue il y a 2 jours. Donc il y a un certain nombre de limites sur ce vaccin, et peut-être du fait de ces limites, le laboratoire a annoncé cette année qu'il arrêtait la commercialisation. Ce qui veut dire qu'il nous reste un seul vaccin parmi ceux qui ont la l'AMM européenne, donc Qdenga, qui est plus récent, qui a une AMM du coup fin 2022, lui présente l'avantage de ne pas nécessiter ce critère d'antécédent de dengue confirmé. Alors, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de recours de la HAS sur l'utilisation de Qdenga. Ça devrait arriver, je crois que ça devait être pour juin, mais il me semble que pour l'instant, les textes ne sont pas encore sortis. Un petit mot sur la surveillance, donc, qui est commune, hein, on l'a dit, à ces trois arboviroses. Donc l'idée, c'est d'éviter l'installation d'un cycle de transmission dans l'hexagone, donc l'apparition de cas autochtones. Donc il y a une surveillance pérenne, ça vous connaissez bien, c'est la déclaration obligatoire, c'est-à-dire que dès qu'un médecin, enfin un clinicien ou un biologiste fait le diagnostic, eh bien, il faut qu'il remplisse ça des hauts qu'il envoie à l'ARS. Il y a également le Centre national de référence des arbovirus qui fait en parallèle une surveillance à partir des prélèvements qui lui sont envoyés. La spécificité des arboviroses, c'est qu'on a une surveillance renforcée, donc du 1er mai au 30 novembre, pendant laquelle on va pouvoir faire des mesures spécifiques pendant cette période à risque. Donc ça passe par la sensibilisation des professionnels de santé. Donc il y a des courriers, des webinaires qui sont réalisés en partenariat avec l'ARS, des newsletters par les sociétés savantes, le collège de médecine générale, par exemple. Donc, l'idée, c'est de les sensibiliser, au diagnostic, voilà, de bien y penser, et puis de les sensibiliser à l'ADO, puisque si on n'a pas les cas, on ne peut pas mettre en place les mesures. Il y a également un rattrapage des cas qui est effectué, puisque nous, à Santé publique France, on reçoit une partie des analyses des laboratoires. Donc, ça nous permet, voilà, d'identifier certains cas non signalés, mais il y a un petit peu de délai, et puis c'est pas totalement exhaustif. Donc, c'est vraiment l'ADO qui nous permet de mettre en place les mesures de gestion plus rapidement. Alors, pendant cette période, il y a des mesures de lutte antivectorielle qui n'ont pas lieu du coup du 1er décembre au 30 avril. Et puis, il y a des investigations qui sont faites. Donc, autour de chaque cas, peut-être que vous avez pu être contacté si vous avez eu des cas dans vos établissements. Donc, c'est généralement l'ARS qui fait l'investigation en première étape. Donc, ça va être un petit peu différent selon le cas, si le cas est importé ou si le cas est autochtone, puisque si le cas est importé, on peut faire il va y avoir des mesures en particulier de la démoustication, par exemple,
autour du domicile. Quand on est sur un cas autochtone, c'est un peu plus compliqué puisque là, il faut rechercher du coup l'origine de la contamination. Donc on est sur des investigations un peu plus lourdes. Pour en arriver un petit peu à la situation actuelle en ce qui concerne de la dengue, pourquoi on en a parlé un peu plus ces derniers temps? Eh bien, c'est parce que, en tout cas, en particulier pour la zone Amérique, 2024, c'est une année assez exceptionnelle. Donc ça, c'est les données de l'OMS. Donc on voit qu'en 2024, donc c'est la courbe rouge, on a un nombre de cas qui est très supérieur à ce qu'on a pu avoir en 2023, donc la ligne bleue, et même les années précédentes. Donc côté OMS, on estime qu'on n'est pas loin de 10 millions de cas suspects de dengue pour cette année. Parmi les pays qui ont déclaré le plus de cas, donc j'allais regarder donc, le Brésil par exemple, qui est celui qui a vraiment plus de cas que les autres. On est plutôt sur la fin de l'épidémie. Chez eux, ils sont presque revenus à des niveaux de circulation normaux. En Colombie, inversement, on va avoir une situation qui est stable mais à un niveau très élevé. Et puis si on prend par exemple le Mexique, on est encore en phase ascendante. Donc ça a l'air voilà, de rediminuer, mais en fait c'est quand même très différent d'un pays à l'autre. Donc, qui dit épidémie dans la zone Amérique dit impact chez nous, puisque vous voyez, là, c'est pour les cas de dengue importés en 2023. On a quand même une grosse partie de nos cas importés qui viennent des Antilles. Et donc, effectivement, si on regarde la Guadeloupe et la Martinique, il y a une grosse épidémie qui a commencé à l'été 2023, tous les deux avec du sérotype de dengue 2. Donc on est vraiment en phase décroissante. On voit qu'en Martinique, on est même quasiment revenu à la normale. En Guadeloupe, ils sont encore en phase décroissante, mais il y a quand même encore pas mal de cas. Donc on est quand même sur une situation qui s'améliore un petit peu voilà, dans les zones avec lesquelles on a le plus d'échanges de voyageurs. Et si on regarde en France, bah, on retrouve un petit peu ça, puisque ça, c'est les cas importés de dingue donc, depuis début 2023. On voit le début de l'épidémie en juillet, le début de l'épidémie aux Antilles en juillet 2023. Et un nombre de cas qui est resté important, puisque si on compare par exemple le 1er janvier 2024, donc plutôt la période de l'hiver où habituellement on n'a pas grand-chose, là on voit qu'on est resté quand même avec un nombre de cas élevé. Et si on a aussi un peu finalement, assez logiquement, très similaire à ce qu'on a dans les Antilles, on a quand même l'impression qu'on est sur une bonne diminution là, du nombre de cas importés. Donc Grand Est, alors c'est toujours un petit peu moins parlant nos courbes parce qu'on a quand même moins de cas. En 2023, on a eu 105 cas, ce qui était quand même un nombre assez important. Donc là, c'est les cas pendant la surveillance renforcée. Donc on voit que nos cas sont quand même plus survenus à partir du milieu de la surveillance, donc juillet 2023. Donc évidemment, c'était le début de l'épidémie aux Antilles. Et 2024, on en est où? Bah, ça avait commencé avec pas mal de cas. Là, on a l'impression qu'on en a peut-être un petit peu moins. Alors encore une fois, il y a quand même toujours un petit peu de délai, hein, puisqu'il faut le temps que le cas ait vu son médecin, qu'il ait fait ses prélèvements, puis qu'on ait la DO. Donc voilà, à suivre pour les prochaines semaines, mais normalement, ça devrait un petit peu suivre quand même ce qui se passe ailleurs, à la fois sur l'Hexagone et dans les Antilles. Donc on est possiblement sur une diminution du nombre de cas. Au niveau des départements, dans le Grand Est, on a eu 50 cas et 19 quand même qui sont survenus dans le Bas-Rhin. Mais on voit qu'on a des cas dans tous les départements. Donc ça, c'était pour la partie cas importés, qui est voilà, tout ce qu'on a, nous, dans le Grand Est. Mais je trouve que c'est quand même important de mentionner un peu les cas autochtones. Parce que, eh ben, il y en a quand même. On voit que maintenant, tous les ans, on a quand même quelques foyers de cas autochtones. Alors ça peut être Zika, chikungunya, mais ces dernières années, c'était quand même principalement des cas dingues. Et puis 2022-2023, on a eu beaucoup, beaucoup de foyers, en tout cas par rapport aux années précédentes, avec certains foyers qui étaient quand même assez gros, puisqu'en 2022, on a eu un épisode pardon, avec 35 cas autochtones. Et alors, ces cas autochtones, on peut s'en sentir un petit peu éloigné, en particulier nous dans le Grand Est. Et finalement, quand on regarde, parce que bon, bah, au début, c'était juste Occitanie, PACA, puis finalement, il y a eu des cas autochtones en ARA, et puis l'année dernière, pour la première fois, il y a eu un cas autochtone en Île-de-France. Donc, quand on voit qu'on a du moustique, qu'on a beaucoup de moustiques dans le 67 et un peu dans le 68, il faut se dire qu'on va probablement finir par en avoir aussi, nous, des cas autochtones. Donc, c'est important, voilà, de maintenir cette surveillance et toutes les mesures autour du moustique. Si vous voulez un petit peu suivre au fur et à mesure de la saison, donc comme la plupart des pathologies qu'on suit, on a des dossiers sur le site de Santé publique France. Les données nationales elles sont publiées tous les ans, pardon, tous les mois, donc vous les retrouvez en ligne si vous voulez les consulter.
Nous, les données Grand Est, on les sort un petit peu plus ponctuellement. Donc, on a un bulletin épidémiologique. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le recevez. Vous pouvez nous faire la demande si vous le souhaitez, sinon il est en ligne. Et puis, parmi les outils qui ont été faits, il y en a un qui peut vous intéresser. Alors, les repères pour la pratique, c'est plutôt pour les cliniciens. Mais en fait, ça reste quand même très intéressant puisque c'est un 4 pages voilà, qui reprend un petit peu un résumé de ce qu'on a dit, comment ça se transmet, où est-ce qu'il y en a et quelles sont les mesures de prévention. Voilà pour ce petit tour d'horizon pour la dingue, sachant qu'évidemment, on attend de voir pour la suite, puisqu'on a quand même cet événement qui s'appelle les Jeux Olympiques. Donc, on a peut-être un peu moins de dingue aux Antilles, mais là, on va avoir des gens qui viennent un peu du monde entier, donc d'autres zones dans lesquelles la dingue et les autres arbovirus circulent. Donc, on peut pas trop se projeter, mais on attend de voir un petit peu ce que ça va donner du coup juillet et août. Merci Caroline. Donc voilà pour ce point, on va dire régional sur la dingue, mais on se rend compte on a les conditions, j'allais dire, quasi idéales, en tout cas pour la partie alsacienne, ça c'est sûr, pour avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années des cas autochtones, hein. Il n'y a aucune raison qu'on y échappe dans la région Grand Est, hein. Tu es Là, d'accord? comme ça, enfin non, on a du moustique, on a vu qu'on a des communes on a beaucoup de communes colonisées, donc en particulier sur le Bas-Rhin, autour de Strasbourg, on a beaucoup de monde. Donc, tu te dis, bon, beaucoup de voyageurs, beaucoup de moustiques, c'est quand Oui, même le combo c'est semble, idéal. voilà. Et tu as fait état de procédures de démoustication organisées par l'ARS. Alors, on avait organisé un webinaire il y a maintenant 3 ans, je crois, non, 2 ans, en 2022, avec Catherine Retzer, hein, de l'ARS à l'époque. D'ailleurs, ce webinaire sur la démoustication, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, parce qu'on l'a remis en ligne, on l'a mis en ligne récemment, on l'a retrouvé la vidéo. Et c'est vrai qu'il y a des procédures possibles de démoustication organisées par l'ARS, mais comment ça s'organise en pratique? Tu sais un peu, Caroline? Alors, ça va être c'est voilà, piloté par l'ARS, mais c'est mené par les opérateurs de démoustication. Et effectivement, quand on a un cas, alors je ne sais pas s'il y a des gens du 54 en particulier de Pulnoy ou du 67 et en particulier de Oswald, mais il y a eu cette semaine, la presse en a un petit peu parlé, justement des opérations de démoustication. Donc quand on a un cas importé, parce que pour l'instant on n'a eu que des cas importés, donc même si on s'est préparé, etc., on a des procédures pour les cas autochtones, là on va surtout parler des cas importés. Quand on a un cas importé et que quand on l'interroge, on se rend compte qu'il a été virémique dans le département, à un endroit dans une commune où il y a du moustique tigre, on se dit qu'il y a un risque possible. Et donc voilà, il y a des discussions qui sont réalisées entre opérateurs de démoustication, ARS, Santé publique France, et quand c'est nécessaire, on va faire de la démoustication. Donc là, c'est des choses qui se passent, qui sont quand même assez... c'est quand même, voilà, pas quelque chose de très simple à mettre en place, puisque c'est fait la nuit, hein, puisqu'on va pulvériser des produits qui sont quand même Hmm. actifs sur le moustique, mais qui sont actifs un petit peu sur d'autres choses aussi. Je pense qu'il y a d'autres insectes et animaux, etc., qui peuvent être sensibles. Donc, c'est des choses qui sont faites la nuit. Il va y avoir des camions qui vont venir pulvériser. Donc, on est dans un secteur, on a dit le moustique, il peut aller jusqu'à 150 mètres. Donc, en fait, on fait un secteur à peu près de 150 mètres autour du domicile du cas. Et puis, ces camions vont venir pulvériser dans ce secteur. S'il y a des zones où il ne peut pas aller, eh ben, ça va être des humains voilà, qui vont y aller à pied. Et ça va permettre on espère, de du coup détruire les moustiques, si jamais il y avait des moustiques qui avaient déjà été contaminés ou qui pourraient encore se contaminer, vu que le patient peut être encore virémique. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on a un cas endémique de dingue donc, en région, ce cas pourrait déclencher potentiellement une procédure de démoustication. C'est à peu Tout près à ça. fait. Ouais. OK. C'est pas systématique, puisque Non? voilà, il y a un certain nombre de conditions, mais à chaque fois, il y a toujours une investigation qui est faite. Donc, il va y avoir voilà, déjà une partie des informations qui sont récupérées auprès du médecin, mais ça, c'est plus pour savoir un petit peu la situation. Et en particulier, il y a tout un interrogatoire du coup du cas pour qu'on sache très précisément où il est allé. Donc, on lui demande vraiment tous ses déplacements. S'il se rappelle s'être fait piquer, souvent, on a quand même pas mal de gens qui s'en rappellent. Voilà, j'ai été là, c'est vrai, dans la salle d'attente du médecin et je me suis fait piquer, etc. Et après, voilà, ça va être le travail, c'est de regarder bon, toutes les zones qu'il a fréquentées. Est-ce que c'est des zones à risque? Et du coup, est-ce qu'on est encore voilà, dans la période où ça peut présenter un intérêt de démoustiquer?
Donc c'est pour ça aussi que c'est qu'on essaie de sensibiliser les médecins parce que on a besoin d'avoir l'info le plus rapidement possible en fait quand il y a un cas. Parce que si on a l'info tard, en fait, on ne peut plus rien faire et possiblement on a pu avoir du coup un cycle autochtone qui s'est mis en place. Donc c'est vrai Ça- que Sachant que ce cycle nécessite 14 jours apparemment, puisque c'est ce qui a été montré dans une publication cette semaine, hein, justement en prévision des Jeux Olympiques. Pour la dingue, ils disent qu'entre le cas identifié et la démoustication, on a au plus 14 jours pour procéder à cette démoustication, hein. C'est ça, hein. voilà, c'est ça, en prenant en compte du coup les temps d'incubation à la fois chez le moustique. Ça prend un petit peu de temps, mais malgré tout, c'est pas très long. Donc si on veut Non. être le plus efficace et mettre des mesures vraiment qui permettent de limiter cette transmission, il faut qu'on ait les infos assez rapidement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à Caroline, hein, avant qu'on passe à la suite, hein? Isabelle, hein. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci pour cette intervention. Ce sujet évidemment hautement intéressant. Petite remarque, c'est qu'on est tous responsables de la lutte contre les gîtes larvaires, tous en tant qu'individus. Et n'oubliez pas de vider vos petites coupelles et tout ce qui peut servir de réceptacle, puisqu'en fait les larves se reproduisent dans très peu d'eau. Donc à nous de vider nos gîtes larvaires en sachant que les opérations de démoustication n'agissent que contre le moustique adulte, hein. Donc, ça, c'était une première remarque. Et du coup, je fais le lien, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes opérationnelles d'hygiène qui assistent à ce webinaire. Quid des opérations de lutte contre les gîtes larvaires et de mesures barrières lorsqu'un patient virémique est hospitalisé dans nos établissements? Parce que des gîtes larvaires, il y en a plein dans les hôpitaux. Il y a plein de terrasses plates qui ont plein de petits réservoirs. Et comment est-ce qu'on avance dans cette réflexion? Parce que c'est vrai que les EEH sont quand même concernés là-dessus, sur la mise en place de mesures barrières. C'est des nouvelles mesures barrières par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est vrai que je pense que les hôpitaux ne sont pas du tout équipés ni en moustiquaires, ni en opération de destruction des gîtes larvaires. Tu as complètement raison, Isabelle. Il faudrait peut-être déjà qu'il y ait une réflexion qui soit faite au sein de chaque établissement à travers l'équipe opérationnelle d'hygiène. C'est quid, effectivement, de cette élimination des gîtes larvaires. Mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance. Alors, il y a pas mal de représentants d'équipes opérationnelles d'hygiène. Peut-être que certains peuvent nous rapporter une expérience dans leur établissement. Mais je crains que aujourd'hui, on soit extrêmement passif. Justement parce qu'on méconnaît ce risque et donc du coup l'élimination des gîtes larvaires, les OH vont dire encore une tâche de plus pour nous, mais enfin bon, à voir avec les services techniques des établissements, mais à mon avis la prise en compte de ce risque n'est même pas aujourd'hui abordée. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'établissements des OH qui veulent s'exprimer sur le sujet, j'en vois un certain nombre dans la liste, mais je ne suis pas sûr que ce soit pris en compte, hein. Est-ce que l'un d'entre vous peut corroborer ce que je viens de dire? Ou au contraire dire, mais non, nous, chez nous, c'est parfaitement pris en compte. Je vois, il y a Benjamin Fradin, il y a Odile Bagelé, je ne sais pas qui veut s'exprimer sur le sujet, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui un risque. Alors, en plus, on n'a pas de chance, hein, on vient de traverser quand même 6 mois de pluie, hein, donc de la flotte, il y en a partout, hein. Ah. Ce silence peut-être en dit long. En fait, c'est un risque qui n'est pas du tout intégré actuellement dans les hôpitaux. Voilà, c'est ça. Parce que, effectivement, la lutte contre la lutte vectorielle, elle est complexe. Effectivement, on a beaucoup de toits-terrasses. Et je pense que ça n'a pas fait l'objet d'un groupe de travail actuellement dans les établissements de santé. Ah ouais, non, mais tu as raison, Lila, tu ne fais que, je pense, rapporter un fait qui, à mon avis, se reproduit dans tous nos établissements. Mais c'est un risque qu'il va falloir qu'on prenne en compte, hein, un nouveau risque qu'il faudra peut-être prendre en compte, aux moustiques et puis patients ayant des virémies avec les virus décrits par Caroline. Là, on parlait de la dengue, mais Zika et chikungunya, même combat, hein, même combat. Et en plus, pour Zika et chikungunya, la démoustication doit être encore plus rapide, si je ne me trompe pas, puisque l'incubation est plus courte chez le moustique. Donc voilà, un nouveau risque identifié. Merci Isabelle de nous avoir rappelé qu'il fallait qu'on soit tous acteurs de notre propre santé, de nos propres préventions. On va en rester là peut-être. Merci Caroline. Merci pour ta participation.
on va continuer donc avec une sorte de... À trois, on va vous faire ça. On est donc avec Nathalie Jouzeau, avec Sarah Tahani et moi-même. On va vous faire donc une présentation à trois voix. À chaque fois, sur chaque point, il y aura un petit point épidémio, un point clinique et un point de prévention. Est-ce que vous voyez bien notre diaporama? On va dire que oui. Si vous ne dites pas non, Oui, très bien. c'est que c'est oui. OK. Donc, du coup, je vous rappelle, ce n'est pas du tout un enseignement, ça n'est pas du tout une formation, c'est de l'information sur une situation à la fois épidémique, clinique et de prévention sur les épidémies d'actualité. On va commencer par la rougeole. La rougeole, pourquoi? Parce que depuis 2022-2023, il y a une forte recrudescence de cas rougeole dans le monde. On pense que c'est lié au Covid, puisque pendant la période Covid, la couverture vaccinale a été moins bonne chez les enfants. Donc dans le monde, on estime qu'il y a eu plus de 300 000 cas déclarés, par exemple, en 2023. C'est quand même plus 79% par rapport à 2022. Sur la zone Europe, il y a heureusement beaucoup moins de cas. Il y a eu 2361 cas en 2023, mais il y a une épidémie de très grande ampleur actuellement en Roumanie, que je vais vous décrire très rapidement. Et donc, du coup, en France, on a quand même une augmentation d'un facteur 8 du nombre de cas rougeole entre 2023 et 2022. Et cette épidémie en France, elle évolue sous forme de poches d'individus. Il y a des cas comme ça regroupés, groupés. Alors on parlera tout à l'heure des cas groupés en Ardèche, par exemple, très rapidement. Mais il y a des poches de cas de rougeole. Et souvent, la majorité des cas, ce sont des voyageurs de retour d'un séjour en zone endémique. Donc ils le contractent régulièrement et ils reviennent contagieux d'un séjour en zone endémique. Donc la France se situe quand même en troisième position au niveau européen, mais très 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 loin derrière la Roumanie, puisque vous voyez, en Roumanie, c'est 82% des cas en Europe. D'ailleurs, vous avez un énorme point rouge sur la Roumanie, mais il n'empêche qu'en France, on a eu, donc sur la période de 2024, on a actuellement donc eu 298 cas. Alors certes, moins qu'en Autriche, beaucoup moins bien sûr qu'en Roumanie, mais on a quand même un nombre de cas conséquent. Il y a eu 259 cas confirmés de rougeole en France. Alors, quand on regarde un petit peu les chiffres fournis, par exemple, par Amélie, en 2021, vous voyez, il y avait 16 cas de rougeole, ce qui est quand même relativement faible, 15 en 2022, et puis donc 117 en 2023. Et il ne faut quand même pas oublier que la rougeole n'est pas une pathologie totalement anodine, puisque un quart des patients sont hospitalisés, 23% des 117, 50% des complications concernaient plutôt les adultes, beaucoup plus que les enfants. Et donc, le nombre total de cas rougeole en 2023, c'est 117. Alors, ça reste très limité. Il n'y a pas d'affolement à avoir sur la rougeole, d'autant plus que dans les périodes plus anciennes, 2016-2019, on avait une moyenne de 1500 cas par an, ou sur les 3 ans, sur les 3 ans. Quand on regarde au niveau français, donc en 2023, sur l'année 2023, on voit donc ces foyers qui sont très, très localisés. Il y a même des fois des régions, on peut même s'étonner. Par exemple, Paris, il y a eu 0 cas de rougeole en 2023, alors que dans des départements ou des régions limitrophes, il y en a eu beaucoup plus. Et puis, il y a eu un très gros foyer épidémique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je reviendrai sur la diapo d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 117 cas, 50 étaient non vaccinés contre la rougeole. 44 étaient vaccinés avec 2 injections, 13 avec un statut vaccinal inconnu et 10 vaccinés avec une injection. Mais Sarah reviendra sur la vaccination. Juste un petit focus sur le cluster de rougeole en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on en a parlé, c'était sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche, où il y a eu un certain nombre d'enfants, de jeunes adolescents qui ont fait effectivement des rougeoles alors qu'ils étaient vaccinés. Et Sarah vous expliquera pourquoi la procédure, en tout cas vaccination, va peut-être évoluer pour la rougeole. Donc vous voyez, sur le cluster de rougeole en Auvergne-Rhône-Alpes, 80% des cas étaient vaccinés, pourtant avec 2 injections, mais ils avaient reçu la première injection avant l'âge de 12 mois, donc peut-être que c'était un peu précoce. Voilà pour la partie épidémiologique. Maintenant, je laisse la parole à Sarah.
Alors, de ce qu'on a vu sur le territoire du Grand Est, hein, on est plutôt dans une situation préemptive hein, vis-à-vis de la rougeole. Là, on est plutôt à l'organisation d'une campagne vaccinale pour éviter que les cas européens déclarés, notamment en Roumanie et si on est en Auvergne-Rhône-Alpes, ne soient transmis dans la région Grand Est. Donc, en pratique, vous, en tant que professionnel en hygiène, vous êtes plutôt positionné dans le préemptif et l'organisation de la promotion vaccinale. Sauf que, comme je le montre sur cette diapositive, vous allez avoir un certain nombre d'obstacles sur votre chemin dans cette promotion-là, puisqu'on voit que la France, effectivement, est parmi les plus sceptiques au monde vis-à-vis de la vaccination. Donc, en 3 points, comment on pourrait convaincre un patient, un professionnel, un résident qui présenterait une méfiance vis-à-vis de la vaccination? Alors, il pourrait vous opposer, d'une part, que c'est une maladie bénigne. Il y a peut-être dans son entourage un frère qui a fait la rougeole et ça s'est très bien passé quand il était petit. Donc, on peut lui dire oui, effectivement. Dans la plupart des cas, la rougeole est une maladie bénigne, mais 90% des cas qui auront été exposés et qui seront non humains développeront la maladie. Et une maladie qui est quand même assez bruyante, avec dans une première phase des signes assez spécifiques, hein, du type rhinite, conjonctivite, etc. Puis quand même une fièvre assez prononcée, de la toux, et donc avec les deux autres éléments, conjonctivite et rhinite, qui forment la triade des 3 C dans la rougeole. Le signe pathognomonique, j'en parle très brièvement dans la rougeole, c'est le signe de Koplik. Pourquoi j'en parle? Non pas pour faire référence aux vieilles annales de la rougeole, mais parce que ça peut être intéressant pour précocement identifier un cas de rougeole avant même l'éruption. Si on a des signes un peu aspécifiques, mais qu'on a ces petites taches blanches que vous voyez à l'intérieur dans la muqueuse, ils précèdent l'éruption et ça peut vous permettre de vous orienter vers une rougeole, d'autant que des éruptions chez les enfants, c'est assez fréquent. Donc, tableau clinique bruyant. Deuxième chose, on peut dire qu'il y a des manifestations graves qui ne sont pas rares. Alors, la principale complication, qui n'est pas si grave, je pèse mes mots, c'est l'otite moyenne aiguë. Donc, je ne l'ai pas mise ici, mais elle est plutôt fréquente comme complication. Maintenant, dans les complications relativement graves, on a la pneumonie, qui survient quand même dans 1% des cas, une encéphalite, qui survient dans 1 cas sur 1000, et une létalité qui intervient dans 1 à 3 cas pour 1000. Donc des complications qui sont non rares, qui lorsqu'on la multiplie par la contagiosité record que l'on connaît de la maladie, vous le voyez ici sur le graphique, avec une transmission qui peut concerner 18 cas pour un seul cas initialement infecté. Et petite anecdote, dans la rougeole, vous pouvez avoir une encéphalite qui se déclare jusqu'à 8 ans après le mois de la maladie de rougeole et qui est létale dans 100% des cas au bout de 1, 2, 3 ans avec une dégradation neurologique. Au départ, on a un enfant qui a des apprentissages difficiles et puis progressivement des troubles du langage. Et c'est très probablement sous-diagnostiqué puisqu'il y a un délai de plusieurs années entre la rougeole et cette encéphalite. Le troisième point, c'est qu'on peut dire, cette maladie-là, on est capable de l'éradiquer. On a d'ailleurs pensé qu'on allait l'éradiquer, comme on avait fait pour la variole. Mais voilà, il y a ces petites réticences vis-à-vis de la vaccination qui sont restées. Or, le virus, il est à transmission interhumaine stricte. Donc, on se dit que c'est une problématique 100% humaine, qu'en vaccinant le maximum de personnes, il n'y a pas de raison qu'on n'éradique pas le virus de la rougeole. D'autant que l'inquiétude, c'est que les patients les plus vulnérables sont aussi les patients qu'on ne peut pas vacciner, puisque vous le savez, le vaccin contre la rougeole, le ROR, c'est un vaccin qui est vivant atténué.
Donc, on ne peut pas administrer à des patients qui pourraient faire la maladie elle-même si on leur administrait un vaccin qui contient un virus, certes atténué, mais toujours présent à des personnes extrêmement fragiles. Donc, je vous ai mis un peu ce diagramme du risque. C'est que quand on compose avec un risque, il y a deux notions. Il y a la probabilité du risque et il y a la gravité du risque. Moins un risque est probable et grave, par exemple un accident majeur de type centrale nucléaire, et moins on l'accepte. Donc c'est un peu la même chose pour la rougeole. Quand on sait qu'on peut l'éradiquer, qu'on sait qu'il peut avoir des conséquences graves et peu probables, on ne comprend pas qu'on ne procède pas à l'éradication de la rougeole. Voilà pour la partie rougeole. Nathalie va vous présenter les mesures en place. Merci. Oui, alors voilà, maintenant on va passer un petit peu plus dans le concret. Vous êtes au sein de l'établissement et vous avez découvert voilà, un cas au niveau de votre établissement, alors qu'il s'agit d'un établissement médico-social ou d'une unité fonctionnelle dans un établissement sanitaire. Comme Sarah l'a bien dit, c'est une transmission interhumaine stricte. Donc là, nous, en tant qu'hygiénistes, nous allons vraiment miser sur, comme le montrent les images, la chambre seule, le port du masque et l'hygiène des mains. Et tout cela vont être encadrés par des précautions complémentaires R qui vont être prescrites dès qu'il y aura suspicion. Hein. Bien sûr, on n'attend pas le diagnostic, mais en tout cas, dès qu'il y a une suspicion, on met en place des précautions complémentaires R, à savoir notamment donc, le port du masque de FFP2 pour les professionnels de santé. La diapositive suivante va montrer donc la prise en charge des cas positifs et la protection des soignants. Donc, bien évidemment, il faut que la porte de la chambre soit fermée. Malheureusement, on voit encore des portes de chambre ouvertes alors que les prescriptions complémentaires R sont prescrites. C'est une porte fermée. Lorsque le patient sort de la chambre, par exemple, si celui-ci a besoin d'une imagerie hors radio-pulmonaire qui peut être faite au lit, eh bien, il faut vraiment penser à lui mettre un masque chirurgical et non un masque FFP2. Là, on ne veut pas, en fait, qu'il, entre guillemets, postillonne, crache tous ces micro-organismes dans les couloirs ou vers les professionnels qui vont le prendre en charge. Et surtout, on n'oublie pas d'aérer la chambre pluriquotidiennement. Et surtout, lorsque le patient malade va quitter définitivement la chambre, malgré la pression de l'institution, on ne réinstalle pas de suite un nouveau patient dans la chambre. On attend que l'ensemble du volume soit renouvelé, c'est-à-dire qu'il faut attendre au minimum 2 heures après le départ définitif du patient de la chambre. Sinon, on risque d'exposer la personne qui va s'installer dans celle-ci à ce risque et on n'a pas envie d'avoir d'autres cas, sachant que le R0, on l'a vu à partir d'un cas, vous avez 18 cas possibles par la suite. Pour la protection des soignants, c'est le masque FFP2 correctement mis, sans que celui-ci ne baille au niveau du visage, ou alors chez les personnes, notamment chez les hommes portant une barbe. Donc là, c'est vraiment dès l'entrée dans la chambre et on ne le retire pas dans la chambre. Il faut faire aussi attention aux jeunes professionnels et puis aux étudiants soit infirmiers ou tout étudiant, on va dire, qui évolue dans l'établissement. La prise en charge sera faite par du personnel immunisé, effectivement, dans votre équipe de soins. Si vous avez une personne ayant une pathologie nécessitant notamment par exemple des corticoïdes, il est préférable que la prise en charge se fasse par du personnel en bonne santé et surtout ayant une vaccination cohérente au regard du calendrier vaccinal en cours. On n'oublie pas bien sûr l'hygiène des mains et le bio-nettoyage minutieux, surtout qu'à l'heure actuelle, nous entrons dans la période estivale. Il y a des services qui sont déjà fermés par manque de professionnels de santé. En période estivale, ça risque d'être encore un petit peu plus difficile. Donc, on va dire que c'est la base de la prise en soin, mais il est toujours bon de le rappeler.
Et notamment, les précautions standards sont bien sûr à respecter, bien évidemment. Quand voilà, vous avez un cas au sein de votre établissement, en tant qu'hygiéniste, eh bien, vous allez mener l'enquête. Quel est le cas index? Parce que vous allez avoir peut-être plusieurs patients qui vont voilà, présenter des signes cliniques. Ça n'est pas toujours facile hein, de retrouver le cas index. Donc voilà, vous avez aussi des petits supports qui sont faits pour la période de contagiosité, 5 jours avant, 5 jours après. Mais en tout cas, voilà, mener l'enquête. Et puis surtout, il va falloir mener l'enquête. Quelles ont été les personnes qui ont été en contact avec ce cas, c'est-à-dire colléger l'ensemble des cas potentiels. Ces personnes ne présentent pas de signes cliniques lorsque vous allez mener l'enquête, mais en tout cas, elles ont été dans l'entourage proche de la personne. Donc, dans ces cas potentiels, il va falloir sélectionner, entre guillemets, ces sujets contacts et surtout savoir si ceux-ci risquent de développer une forme grave. Donc là, vous allez vraiment mettre le focus sur les contacts les plus à risque, c'est-à-dire les femmes enceintes, donc les professionnels de santé, voilà, enceintes, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, diffusez l'information, voilà, les nourrissons et les personnes donc immunodéprimées. Alors, attention, voilà, aux antécédents vaccinaux. Alors, on ne va pas y revenir, parce que Sarah l'a bien dit. Mais en tout cas, le service de la médecine du travail doit être informé et doit, on va dire, collaborer aussi à l'investigation de ce cas clinique dans votre établissement. Voilà pour la rougeole. Après la rougeole, donc il y a la coqueluche. La coqueluche, en plus, aujourd'hui, il y a une véritable alerte nationale sur cette pathologie. Donc, on a un certain nombre d'éléments à vous faire part. Ça, c'est malheureusement la une du quotidien Le Midi Libre, qui a été publié le 17 juin. Vous voyez, 2 nourrissons décès de la coqueluche. Le CHU de Montpellier appelle les femmes enceintes à se faire vacciner. Effectivement, il y a une problématique coqueluche en France actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coqueluche évolue par cycle. Alors, c'est les cycles de 3 à 5 ans, ça dépend des années et des périodicités. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 6 pics épidémiques sur les dernières années, donc de 1997, 2000, 2005, 2009, 2012, 2013, 2007, 2018. Donc ça, c'est les données du réseau national de la coqueluche, Renacoque. Et donc là, on est dans un nouveau cycle de recrudescence de la coqueluche, avec donc, même si entre le dernier pic et aujourd'hui, il y a une diminution importante de cas, parce que vous voyez, en 2020, il y a eu 34 cas, en 2021, 4 cas, c'est-à-dire rien, chez les nourrissons de moins de 12 mois. Et là, quand on reprend les chiffres donc, les plus récents, eh bien, on se rend compte que depuis début 2024, on a un très grand nombre de cas de coqueluche. Et en plus, ça s'est accéléré encore ces derniers mois. Vous verrez qu'à partir du mois de mai, il y a une accélération. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la coqueluche est une maladie grave, potentiellement grave. 14 décès chez les enfants de moins de 15 ans, dont 12 chez des nourrissons de 1 à 2 mois. Et aussi, pas que les nourrissons, 3 décès chez les personnes de plus de 85 ans. Donc, on a une vraie problématique. Et là, sur le graphe, vous voyez donc ces différents pics que je vous ai décrits. Donc, il y en a un là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et donc, à nouveau, on rentre dans une nouvelle situation cyclique avec un pic de coqueluche. D'ailleurs, en regardant de plus près les chiffres de SOS Médecins, donc en médecine générale et les passages aux urgences, que voit-on? Eh bien, depuis le mois de mai de cette année, une accélération considérable du nombre soit de recours à SOS Médecins, soit du nombre d'hospitalisations aux urgences sur donc, ces derniers mois. Et là, vous avez d'ailleurs les autres courbes des années précédentes où c'est vraiment l'électroencéphalogramme très plat. On voit bien sur 2017, 18, 22, 23, on n'a pas de cas et 24, on a une explosion du nombre de cas depuis le mois de mai. Quand on regarde dans notre région, donc le nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour coqueluche, cette fois-ci par région, là je vous ai entouré la région Grand Est, eh bien on fait partie de ces régions où le nombre de cas de coqueluche a fortement augmenté. Alors certes, moins qu'en Île-de-France, peut-être moins qu'en Haute-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on fait quand même partie de ces régions
où il y a des signaux forts montrant donc la problématique coqueluche. Donc, une reprise de la circulation de la coqueluche depuis le mois de mai, donc depuis quelques mois. Et donc, le réseau Renacoque montre bien cette explosion. D'ailleurs, vous avez probablement entendu parler cette semaine, les laboratoires de biologie privés sont envahis, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, de demandes de diagnostic biologique de coqueluche. Ils disent ne pas en avoir vu autant depuis plusieurs décennies. Donc, au premier trimestre 2024, il y a beaucoup de clusters, des clusters en collectivité, écoles maternelles, écoles primaires, des garderies, des maisons maternelles, mais aussi bien sûr des cas familiaux, et à tel point que à la fois le ministère, à travers des DGS urgents, donc celui-là il date du 7 juin, intensification de la circulation de la coqueluche en France, la communication du Centre national de référence aussi de juin 2024 montre bien qu'il y a vraiment des signaux et qui sont très forts sur l'omniprésence de la coqueluche depuis quelques semaines, depuis le mois de mai. Alors, quand suspecter un cas de coqueluche, Sarah va vous expliquer ça. Donc, sans faire de mauvais jeu de mots en disant que c'est la coqueluche de la présentation, effectivement, là, en termes d'épidémie, c'est celle qu'on vit concrètement actuellement. Alors, j'ai colligé un peu les informations issues du CNR, de la Société d'Infectio, pour vous donner un peu le best-of des informations pratiques pour la prévention et le contrôle des infections. Alors, petit point rapide, coqueluche, vous savez que c'est une maladie d'origine bactérienne liée à Bordetella pertussis dans 95% des cas, Parapertussis donnant des formes moins graves, avec une maladie qui est d'origine toxinique, non invasive au niveau uniquement de l'arbre respiratoire, et c'est déjà bien assez, puisque ça donne une toux que vous connaissez, quinteuse, paroxystique, longue, d'ailleurs appelée la fièvre des 100 jours par nos collègues asiatiques, et une toux sans fièvre. Une toux sans fièvre qui, en plus, sinon ce ne serait pas drôle, prédomine la nuit et peut donner envie aux uns et aux autres de vomir après une longue quinte. On entend aussi classiquement parler du chant du coq. Le chant du coq, vous l'aurez principalement chez des jeunes enfants, pas chez les nourrissons parce qu'eux, ils feront de l'apnée, malheureusement. Ni chez l'adulte déjà vacciné, parce qu'il fera probablement une forme moins grave et une toux telle que vous avez des complications du type fracture de côte, hémorragie sous-conjonctivale, une vraie toux. Comment on la diagnostique, cette coqueluche? Déjà, il faut l'évoquer, devant une toux persistant plus de 7 jours chez un patient qui est non humain ou un résident. On a deux moyens diagnostiques. Le principal, en tout cas celui qui est à disposition de la plupart des établissements, c'est la PCR nasopharyngée et c'est l'examen le plus sensible et qu'on peut faire le plus longtemps, puisqu'on peut le faire jusqu'à 21 jours après le début des symptômes. Il y a une petite place pour la culture qui est l'examen phare du CNR. Il y a de plus en plus d'établissements qui s'y mettent aussi et ça permet d'avoir des informations complémentaires que ne vous donne pas la PCR. Alors bien sûr, la coqueluche, comme pour la rougeole, c'est une transmission interhumaine stricte avec essentiellement une dissémination intrafamiliale et en collectivité avec un R0 qui n'est pas si loin de celui de la rougeole puisqu'il est à 15, donc très contagieux également. Et dans nos pays, on a plutôt un réservoir adulte puisqu'on a une immunisation vaccinale quand même malgré tout qui est assez large, là où le réservoir est plutôt infantile dans les pays où les campagnes de vaccination sont moins mises en place. Voilà pour les petits rappels. Alors, pratiquement, comment rechercher des cas si vous avez un premier cas suspect ou confirmé? On ne recherche pas le cas si le patient tousse depuis 21 jours. C'est trop tard. Alors, est-ce qu'on peut savoir s'il a fait ou non la coqueluche? Oui. Surtout, n'allez pas faire de sérologie. Déjà, ce n'est pas indiqué et c'est plus remboursé. Mais on peut chercher si ses contacts, eux, toussent également et faire la recherche chez ses contacts à lui. À tel point que d'ailleurs, si on a un cas confirmé de coqueluche et qu'on a une symptomatologie compatible dans les alentours, on peut confirmer la coqueluche sans prélèvement biologique
chez la personne exposée, d'autant que mon collègue docteur Simon nous expliquait qu'il y avait une tension sur les PCR et que probablement qu'on va se trouver dans des situations délicates et qu'on ne pourra pas tester tout le monde. Donc, il faudra agir un peu par argument épidémiologique. Et bien sûr, une personne asymptomatique qui est contact, qui n'est pas immunodéprimée, ça ne sert à rien d'aller se dire oui, elle a fait la coqueluche, d'autant plus dans ce contexte de tension actuel. Bien entendu, on recherche le cas si c'est un nouveau-né ou un jeune enfant non immunisé qui a des symptômes, ça tombe sous le sens. On peut le faire aussi chez un patient qui a été vacciné il y a plus de 3 ans, parce que la couverture vaccinale décline, enfin l'immunisation, le bénéfice de l'immunisation vaccinale décline assez rapidement. On le fait chez le patient immunodéprimé si on a un doute, ou d'ailleurs assez facilement. Et on le fait si on a un nourrisson de moins de 5 mois chez qui on n'a pas pu faire le diagnostic. On cherche chez son entourage pour avancer sur le diagnostic pour le bénéfice du bébé. Alors, la vaccination coqueluche en France. Donc, déjà, vous voyez que ça a été d'une efficacité marquée, avec un déclin du nombre de cas dès l'introduction du tétracoque. Et en France, on a un vaccin acellulaire depuis 2005. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu toute une polémique. Initialement, le vaccin était cellulaire, était plus efficace et moins cher. Donc potentiellement, si vous êtes né, j'imagine pour la plupart, avant 2005, vous avez été vacciné par le vaccin cellulaire et tant mieux pour vous, parce que vous aurez une immunisation post-vaccinale pour la primo-vaccination qui sera plus forte. Le vaccin cellulaire, lui, est mieux toléré. Et il est venu après pour un peu faire cesser la polémique du vaccin cellulaire qui donnait trop de manifestations type fièvre et réaction au point d'injection. Ce vaccin cellulaire, il contient quoi? Des protéines. Et ces protéines-là, on a dit, c'est par des toxines que la Bordetella pertussis sévit. Donc, il contient quelques toxines. Et là, je vous ai mis les compositions, alors pour faire de publicité à personne, mais d'Exion et d'Infanrix Exact, qui sont les deux vaccins, parmi les vaccins qu'on peut utiliser pour la primo-vaccination, Exion étant celui qu'on utilise le plus souvent. Et vous voyez qu'il y a une différence notable qui est que le second contient de la pertactine. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que dans les infos brûlantes du CNR qui s'est prononcé il y a 2 semaines en webinaire également, il constate que 90 à 95% des souches circulantes actuellement pour cette épidémie présentent la pertactine sur leur membrane versus 50% avant le Covid. Donc se pose la question d'une efficacité moindre de la vaccination vis-à-vis de ces souches chez les enfants qui ont eu une primo-vaccination par Exion, donc la plupart des enfants français, versus le second ou d'autres. Or, il constate, c'était déjà le cas dans une étude précédente, étude Renacoq-CNR, que la pertactine serait quand même associée à une gravité plus grande des coqueluches. Donc voilà, ça pose la question du choix du vaccin et d'études rétrospectives sur le mode de vaccination des enfants pris en charge. Alors, notre type, bien sûr, quand on parle de coqueluche, c'est le petit bébé que vous avez en haut à gauche, c'est les nourrissons notamment de moins de 3 mois, puisque chez eux, c'était encore la première cause de mortalité en 2001. Chez eux, bien entendu, il ne faut pas attendre que le coq chante, comme on a dit, ils vont plutôt faire de l'apnée, ils vont avoir une tolérance moindre au niveau neurologique. Et ça, c'est un message, alors c'est pas vous qui irez peut-être faire le diagnostic au lit du bébé, mais c'est un message qui est important parce que si les cliniciens savent qu'il y a une épidémie de coqueluche et qu'ils se trouvent devant un patient qui fait de l'apnée, qui fait une bradycardie, une tachycardie ou que sais-je, ils vont peut-être davantage avoir le réflexe de penser à la coqueluche que s'ils n'ont pas cette notion. Et ces petits bébés, qui est-ce qui les contamine? Eh bien, grandement, leurs parents, dans plus de la moitié des cas. Et de toute façon, si ce n'est pas les parents, c'est leur entourage. Donc, constat assez, à la fois dramatique et à la fois optimiste, puisqu'on se dit, si c'est l'entourage de l'enfant, on va cibler l'entourage de l'enfant, et ça ira mieux. Et ça s'appelle la stratégie du cocooning. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2022. Mais voilà, je vous annonce tout de suite la limite, parce que s'il faut convaincre la belle-mère, l'oncle qui est en zen attitude et toute la famille,
de coucouner le bébé, on ne s'en sort pas et on donne une tâche quand même assez ardue à la jeune femme enceinte de convaincre les uns et les autres de se faire vacciner, alors qu'on a bien du mal nous-mêmes à convaincre nos professionnels et les uns et les autres de se faire vacciner. Donc on s'est dit, très bien, il y a quand même plus de 10 ans qu'il y a 30 pays dont nos voisins européens qui font vacciner leurs femmes enceintes, c'est sécure, on va se pencher sur la question. D'autant que c'est efficace, hein. On a vu que ça diminue de 95% les décès. Alors, il faut choisir un des messages, hein. Quand on cible la femme enceinte en consultation, il ne faut pas lui donner trop d'informations, sinon elle s'y perd. Mais donc voilà, l'information qui vous semble la plus pertinente. L'enfant a 4 fois moins de probabilité de faire la maladie, 2 fois moins de probabilité d'être hospitalisé, et 95% de moins de probabilité de décéder. Et surtout, ça remet la femme enceinte au milieu de la prise en charge, empowerment. Elle peut être la maîtresse de l'absence de transmission intrafamiliale de la coqueluche à son enfant. Et c'est coût efficace, donc on parle argent, puisque là vous avez une injection qui se fait entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée chez la femme enceinte versus la vaccination de tout un entourage. Et petit mot rapide sur l'avenir, c'est une initiative portée par l'INSERM à Lille, qui est de vacciner les enfants par le nez, avec, vous voyez, une efficacité qu'on voit marquée, puisque le souci de la coqueluche, et c'est pour ça qu'il est illusoire de penser qu'on l'éradiquerait, c'est que même si on est vacciné, qu'on ne fait pas la maladie, on est colonisé au niveau du nez et on finit par la transmettre. Et on se rend compte que les vaccins injectés en intramusculaire ne permettent pas d'éradiquer cette colonisation nasale, alors que potentiellement un vaccin qu'on administrerait par le nez le permettrait. Donc on a parlé de vaccination parce que vous avez compris, c'est la pierre angulaire de la lutte contre la coqueluche. Mais on a dit la coqueluche, c'est une maladie d'origine bactérienne. Qui dit bactérie dit parfois antibiotique. Bon gré, mal gré, je vous en parle. Est-ce que l'antibiothérapie a une place dans la coqueluche? Oui, elle en a une qui est avérée et sur laquelle vous allez être amené à vous positionner en tant que professionnel. Alors, est-ce que ça permet de réduire la durée des symptômes? Peu ou pas. En tout cas, il faut la prendre très tôt dans le début de la maladie, donc c'est quasiment rarement le cas. Ça permet de diminuer le risque de forme grave chez le nourrisson. Et surtout, ça permet de diminuer la contagiosité. Donc, vous voyez là, c'est encore une antibiothérapie, mais plus orientée prévention du risque infectieux qu'une antibiothérapie dont le bénéfice est tout de suite ressenti par le patient lui-même. Donc, c'est ce qu'on va appeler antibioprophylaxie, hein, comme vous pouvez l'avoir dans d'autres pathologies ou d'autres situations. Et donc là, vous, en tant que praticien, vous allez être amené à positionner l'antibioprophylaxie autour d'un cas. Si vous avez un cas suspect ou surtout avéré dans votre établissement, va se poser la question de ces contacts rapprochés, occasionnels. Est-ce qu'ils sont vaccinés ou pas? Est-ce qu'il s'agit de bébés ou pas? Est-ce qu'ils sont à risque de forme grave? Est-ce qu'ils exposent des gens qui sont à risque de forme grave? Voilà, tout un arbre. Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir décider seul dans votre coin de ce que vous allez en faire, puisqu'il y a des recommandations toutes fraîches pour vous aider sur le site infectiologie.com, que pour ce qui est des vaccinations et de la mise à jour, vous avez Infovac qui est très réactif, et que vous avez déjà des gens qui se sont penchés sur la question avec des algorithmes. Là, par exemple, c'est pas en France, hein, c'est une université anglaise, mais qui a proposé un algorithme qui s'applique chez l'enfant. Et si vous avez des questions sur le positionnement de l'antibioprophylaxie, je suis bien sûr disponible pour y répondre, et vous aurez davantage d'informations ici. Alors, le maître mot, bien sûr, c'est de vacciner. Cocooning peut-être, surtout vaccination pendant le second trimestre, en sachant qu'elle exonère de la stratégie du cocooning, et bien sûr, mise à jour des vaccinations chez tout le monde. Merci Sarah. À présent, comme pour la rougeole, nous allons aborder les mesures à mettre en place dans les unités de soins ou dans les établissements médico-sociaux. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes pictogrammes à la différence que
Il s'agit d'un masque de soins et non d'un masque FFP2, mais dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, parce que dans les établissements médico-sociaux et même dans les établissements de court séjour, hein, la chambre seule ne peut pas toujours être, comment dire, le patient ne peut pas toujours être installé dans une chambre seule, donc très difficile. Mais néanmoins, voilà, le port du masque et l'hygiène des mains sont extrêmement importantes. Donc, les mesures à mettre en place et surtout les prescriptions vont être bien sûr des précautions complémentaires gouttelettes. Gouttelettes, c'est-à-dire que dans la prise en charge de cas positifs, le masque chirurgical sera porté par le patient résident s'il quitte sa chambre pour aller faire d'autres examens, des examens complémentaires. S'il est tout à fait encore autonome, valide, on va lui demander de rester en chambre, même s'il a un masque dans la mesure du possible. L'aération de la chambre est toujours très recommandée. Et les précautions complémentaires gouttelettes, s'il y a eu une prise d'antibiotiques, seront levées 3 à 5 jours après cette prise. Donc vous voyez, assez précocement. Alors, la difficulté, c'est que notamment dans les établissements médico-sociaux, parfois il y a des personnes démentes, déambulantes, et c'est le cas de figure le plus complexe, notamment avec l'occupation d'une chambre double. Dans la mesure de possible, on va faire du cas par cas. Là, effectivement, on vous dit ce qui doit être fait, mais dans la vraie vie, ça n'est pas toujours si facile que cela. La protection des soignants, le masque chirurgical, hein, dès que l'on va rentrer dans la chambre. Là aussi, la prise en charge du personnel immunisé, l'hygiène des mains et le bio-nettoyage. Il faut savoir qu'à l'automne, là on parle encore de précautions complémentaires gouttelettes, et pour la coqueluche, c'était les précautions complémentaires, donc R. Un nouveau document va être diffusé par la Société française d'hygiène hospitalière qui s'est penchée sur le sujet et qui va remettre à plat les informations, les consignes dans le cadre de la prévention et du risque infectieux abordant ces deux pathologies. L'information du professionnel, mais également quand on est en ESMS et même en court séjour, des familles, car par exemple, si vous avez dans l'entourage familial des jeunes enfants, une femme enceinte ou des personnes immunodéprimées, il faut que cette information diffuse largement, donc sur le risque de contamination et puis sur la conduite à tenir, parce que vous allez annoncer cela. Les personnes vont être certainement un petit peu perdues et ne vont pas savoir ce qu'elles vont devoir faire. Donc, une information large, professionnels de santé et famille. Et puis surtout, à partir du moment où vous avez eu un cas dans votre établissement ou dans votre structure, il faut faire très attention au cours des 3 semaines à venir. C'est-à-dire que vous allez surveiller ou vous demandez la surveillance des personnes les plus vulnérables et de l'ensemble de la population accueillie à la recherche de signes cliniques ou en tout cas de cas qui pourraient supposer être un nouveau cas. Donc ne dites pas, j'ai eu des cas, l'antibiothérapie a été donnée parce qu'elle le nécessitait 3 jours après, tout va bien, on n'en parle plus. Non, soyez vigilants dans les 3 semaines qui vont suivre le dernier cas. Pour cela, le réseau des CEPIAS et la mission nationale Primo a mis en place une checklist de gestion d'une épidémie. Alors, elle n'est pas spécifique, on va dire, coqueluche. Néanmoins, vous allez avoir un certain nombre d'éléments auxquels vous penserez à vérifier pour voir justement si tout est bien mis en place dans votre structure. Donc ce document est disponible à partir du lien qui est juste en dessous. Et juste pour compléter ce que vient de dire Nathalie, n'oubliez pas que dans les cas qu'il y a eu en 2024, il y a des cas chez les personnes âgées. Hein. Donc, ça n'est pas une problématique exclusive du très jeune enfant, même si c'est malheureusement les plus touchés. On rencontre aussi des cas coqueluches dans les EHPAD. Après la coqueluche, donc, qui est très prégnante ces dernières semaines, quelques mots sur les fièvres hémorragiques. Alors pourquoi quelques mots sur les fièvres hémorragiques? Parce que vous avez peut-être entendu parler,
il y a quelques semaines d'un cas de fièvre de Lassa, qui est une des fièvres au même titre que Ebola, Marburg, qui a été diagnostiquée en Île-de-France. Donc les autorités sanitaires, bien sûr, étaient mobilisées et il faut savoir que donc ce cas est relativement rare, mais c'est une fièvre hémorragique virale à déclaration obligatoire qui est causée par un virus, ce virus de Lassa qui fait partie des arénavirus. C'est une maladie donc, qui débute 6 à 21 jours après l'infection, donc avec des signes cliniques peu spécifiques. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la clinique, sachant quand même que le virus, il est surtout transmis d'homme à homme par contact direct avec le sang, les urines, les excréments ou tout contact organique d'une personne contaminée. Alors on connaît tous Ebola parce qu'on est tous terrorisés par la fièvre Ebola. La fièvre de Lassa est beaucoup plus rare, mais elle est quand même omniprésente. Et encore ce matin, il y avait une alerte sur donc, un des pays d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des cas omniprésents sur le Nigeria. Et on a des retours, effectivement, soit de militaires, moins de touristes de ces pays-là, où on a des cas de fièvre de Lassa potentiels. Donc c'est une possibilité, elle est peu probable, mais comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, on va rentrer dans une période de Jeux olympiques avec un brassage de population qui, eux, viennent de tous les pays du monde. Donc c'est une hypothèse à ne pas négliger sur la fièvre de Lassa. Autre fièvre, c'est la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est aussi, elle, présente dans le sud de la France. Mais vous avez vu que on a, par expérience maintenant, pris l'habitude de tout ce qui se passe dans le sud de la France peut survenir plusieurs années après dans le reste de la métropole. Il y a un gradient sud-nord, mais tôt ou tard, ce gradient sud-nord se produit. Donc le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, là, ce n'est pas les moustiques, mais c'est les tiques qui en sont, entre autres, porteurs à titre transitoire. C'est Yaloma margimatum, qui est présent sur les bovins dans les Pyrénées-Orientales et en Corse. C'est cette fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Aujourd'hui, elle est omniprésente dans le sud de la France. Alors, il n'y a pas de cas humain diagnostiqué à ce jour, mais c'est quelque chose qu'on envisage très possiblement dans les prochaines années. Donc, il y a vraiment un risque d'émergence en France. Alors, quand suspecter un cas de fièvre hémorragique, pas être présomptueuse et la réponse c'est que un peu toujours, selon le critère d'exposition, puisque les fièvres hémorragiques virales initialement elles ont des signes atypiques, aspécifiques, aussi aspécifiques que n'importe quelle autre pathologie virale que vous pourriez rencontrer. Donc ça remet au milieu du village l'importance de sensibiliser les professionnels à la recherche d'exposition et la recherche de notions de voyage. Alors on patauge déjà pour le risque BHRE et la recherche de séjour ou d'hospitalisation antérieure à l'étranger. Et ça va être davantage le cas pour les fièvres hémorragiques virales, parce que ce qui devra allumer la petite lumière en eux, c'est la notion d'exposition, la notion de voyage récent. Et donc la fièvre de Lassa, si vous jetez une pièce en l'air et que vous essayez de savoir pourquoi votre patient a une fièvre hémorragique au retour d'Afrique, le plus probable, c'est qu'il fasse une fièvre de Lassa, puisque c'est la fièvre qui est le plus souvent importée dans les pays du Nord dont nous sommes partis. Et en général, c'est au retour d'Afrique de l'Ouest, plus précisément de Nigeria. On a parlé, ça se transmet, en tout cas dans les zones d'endémie, essentiellement par les rongeurs. Et en Europe ou dans les pays du Nord, ce sera plus souvent, le risque, il est celui de la transmission nosocomiale. La létalité, elle est élevée comme pour la majorité des fièvres hémorragiques virales dont vous entendez parler, bien qu'une certaine partie en zone d'endémie fasse des formes asymptomatiques. La deuxième dont on a parlé, donc la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est une exposition à l'étranger, mais aussi une exposition par activité. Donc la majorité des personnes en zone d'endémie qui développent une fièvre hémorragique de Crimée-Congo, c'est lié à des
à du contact avec des animaux infectés, donc par exemple des abatteurs, avec une létalité, on a dit, qui est élevée. En France, toujours pas de cas humains, malgré une infestation des tiques qui est constatée. Donc chez nous, la lutte, elle sera essentiellement antivectorielle. Et au retour de voyage pour les patients qui présentent une symptomatologie compatible, ce sera de rechercher s'ils ont eu des contacts avec animaux infectés ou des patients qui présentaient une fièvre de Crimée-Congo en zone d'endémie. Voilà. Donc recherche d'exposition plus. Et une fois qu'on a effectivement on va dire ce doute ou alors ce diagnostic qui demande à être confirmé, eh bien comme dans toute pathologie infectieuse, on n'attend pas le retour validé par le biologiste médical, mais on s'intéresse de suite quelles sont les mesures à mettre en place donc, lors de l'identification de telle fièvre. Et là, donc en établissements médico-sociaux, on n'a pas trop de risques, voilà, étant donné que les personnes accueillies ne voyagent pas, en tout cas pas aussi loin. Mais par contre, si vous avez voilà, le moindre doute lorsque vous accueillez un patient en court séjour, là, il va falloir, on va dire, dégainer l'artillerie et notamment avoir recours de toute urgence à la triade, ce qu'on appelle la triade, c'est-à-dire confirmée par l'infectiologue au regard voilà, de la clinique et puis des retours biologiques, faire appel au SAMU et ensuite contacter le Centre national de référence parce qu'un patient voilà, diagnostiqué positif ne peut pas rester dans un établissement lambda au milieu d'une unité fonctionnelle. Donc, en attendant que celui-ci soit transféré dans un établissement qui a un service qu'on appelle un P4, vous mettrez d'emblée des précautions contact air et puis surtout le port d'équipements de protection individuelle spécifiques. Alors bien évidemment, vous n'allez pas avoir autant de protection que ce qui est montré sur la photo en bas à gauche, mais tout ça va aller très très vite et en général le transfert se fait très rapidement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un médecin qui travaille aux urgences d'Épinal. Sur la diapo précédente, j'ai mis le lien, qui a une chaîne YouTube, c'est DocFX. Et récemment, il a fait un reportage sur le P4 au CHU de Brabois. Donc, si vous voulez voir de quoi, voilà, comment est organisé ce service qui peut accueillir ce genre de patients, eh ben, n'hésitez pas à cliquer et vous verrez également Monsieur Göringer, François Göringer, un infectiologue qui est avec lui et qui voilà, vous montre le SAS, les salles de soins, les chambres en pression négative et voilà, et puis tout le cheminement à travers ce service. Comme ça, vous aurez en image ce que l'on ne peut pas vous montrer aujourd'hui. Donc, la prise en charge des cas positifs, bien sûr, chambre individuelle, avant qu'il soit bien sûr transféré. Chambre individuelle, la porte est fermée, bien fermée, on isole vraiment, on va reprendre le terme isolement alors que normalement on l'abandonne depuis très longtemps. Mais en tout cas, voilà, avec masque pour le patient et un protocole spécifique, en tout cas, on se rapproche vraiment des personnes qui sont informés et qui réalisent régulièrement des exercices afin de prendre en charge ces patients. Donc les soignants auront un FFP2, la surblouse étanche, les lunettes de protection. Le but, c'est vraiment de ne pas avoir du tout de liquide biologique au contact de sa peau, de ses muqueuses et de se protéger au maximum. De même que tout ce qui est effluent, eh bien l'ensemble des effluents sera gélifié et puis un bio-nettoyage minutieux sera également réalisé lorsque la personne sera forcément partie du service. Voilà. Juste un petit mot sur la grippe aviaire H5N1. Pourquoi un petit mot sur cette grippe aviaire? C'est qu'on avait jusqu'à une période récente assez peu
d'inquiétude sur une transmission humaine, animal-homme, eh bien, il s'avère qu'aujourd'hui, on commence à s'interroger sur le risque H5N1, encore un nouveau risque, puisqu'aux États-Unis, on a des bovins qui ont contaminé, enfin, il y a un certain nombre d'élevages bovins aux États-Unis qui sont contaminés, et on a des cas humains. Alors, c'est souvent des professionnels, bien sûr, en contact direct avec ces animaux d'élevage, les vaches en l'occurrence, mais on commence à voir des nouveaux cas, un certain nombre de cas humains liés à ce contact avec le virus H5N1 porté par des élevages bovins. Donc, on a des alertes qui commencent à apparaître et on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'à un moment ou un autre, ce nouveau risque infectieux ne soit pas envisageable aussi en France et dans nos régions. D'ailleurs, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, donc qui est un comité dépendant du ministère de la Santé, a en mai 2024 rendu un avis sur cette situation liée au virus influenza H5N1. Et ils disent, bon, pour l'instant, que le risque est plutôt faible. Hein. Il n'y a pas de niveau de risque pandémique augmenté pour l'homme, en l'absence de modifications significatives des virus qui montreraient donc que ces virus s'adaptent à l'homme. Mais cependant, des situations inattendues semblent s'observer, et donc il faut prendre des mesures sanitaires. Alors, il faut un certain nombre de recommandations, donc ce comité de veille et d'anticipation des risques, le renforcement de la surveillance, l'anticipation sur la surveillance des élevages bovins et caprins, prévoir des mesures d'accompagnement pour les éleveurs, la stratégie de vaccination des canards. Vous avez entendu parler quand même au cours de ces dernières années d'un certain nombre de cas de grippe aviaire chez les canards et les volailles, hein, puisqu'on a été privé de foie gras à Noël 2023. Soutenir la recherche sur les risques potentiels liés à l'épandage, donc issus de la litière souillée, renforcer la sensibilisation des médecins, la stratégie de vaccination, la sensibilisation du grand public. Donc, il y a un certain nombre de recommandations. Alors, c'est un risque qui reste très hypothétique, alors que la coqueluche, alors que la dengue, c'est un risque beaucoup moins, mais il fallait quand même en parler. Alors, il y a des mesures à prendre. Alors, oui, quelques mesures à mettre en place. Comme dit Loïc, la grippe, eh bien, c'est tout d'abord des précautions complémentaires gouttelettes. Donc, on va mettre bien sûr le masque chirurgical, hein, le masque de soins. Mais ça, vous savez, on va dire, gérer bien mieux que les autres pathologies, en tout cas les pathologies juste précédemment abordées. Et on ne le dira jamais assez, en fait. L'aération des locaux, de la chambre, et ainsi que l'hygiène des mains, et notamment le bio-nettoyage minutieux. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment mettre dans la boucle les personnes qui réalisent ce bio-nettoyage, et surtout ou en tout cas qu'elles soient encadrées, afin que le chariot de bio-nettoyage soit complètement vidé à la fin de la journée, ou en tout cas du poste de travail, pour qu'il puisse être utilisé d'emblée lors du poste qui va suivre. Parfois, on n'associe pas assez les personnes qui réalisent le bio-nettoyage, notamment dans des établissements médico-sociaux, où la plupart des titulaires sont en maladie ou ont déserté parce que d'autres projets, nous allons dire. Et il n'y a pas vraiment d'encadrement. Donc, ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, exercent une autre profession et qui sont amenées à réaliser ces tâches, et elles ne savent pas comment du tout pratiquer. Et malheureusement, ce maillon de la chaîne est défaillant, et on peut avoir comme cela aussi d'autres transmissions. On arrive presque à la fin. On a fait donc un panorama des pathologies infectieuses les plus prégnantes aujourd'hui, avec un focus sur à la fois la dengue et la coqueluche. On aurait pu vous parler aussi des métapneumovirus, qui sont devenus aussi un sujet de préoccupation, d'autant plus qu'il n'y a pas de vaccination, pas d'antiviral efficace.
Et ce métapneumovirus humain est inconnu du grand public, mais on considère qu'aujourd'hui, il est responsable de plusieurs milliers de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Et donc, ça devient une préoccupation. On aurait pu aussi vous parler d'épidémies d'infection à parvovirus B19. Il y a eu une épidémie en 2023. Aujourd'hui, les enfants qui étaient la principale cible des parvovirus B19 semblent avoir diminué. En tout cas, l'épidémie semble avoir diminué chez ces enfants, puisque c'est une épidémie qui avait pas mal débuté en mai 2023 dans certains établissements de santé parisiens, la PHP, et aujourd'hui, son intensité a fortement diminué après avoir atteint son pic en mars 2024. Et aujourd'hui, on a une baisse conséquente de l'incidence des infections à parvovirus B19. Donc, on ne va pas vous en parler. Juste pour terminer, et si vous avez quelques questions après, vous n'hésiterez pas. Bien sûr, on essaiera d'y répondre. C'est qu'on vous a mis là aussi quelques ressources utiles que vous connaissez probablement pour Santé publique France. Tout à l'heure, Caroline, qui est elle-même donc employée de Santé publique France en région. Donc, vous avez les deux adresses. Vous avez Santé publique France en national et Santé publique France en région pour le Grand Est, et vous y retrouverez des informations d'actualité. Ça vous permettra d'avoir une actualité toujours à jour concernant les problématiques infectieuses. Là, d'ailleurs, je crois que c'est un imprimé-écran que j'ai dû vous faire aujourd'hui. Donc, on parle bien de l'épidémie d'infection à parvovirus B19. On parle bien du chikungunya, dengue et Zika. Et puis, bon, choléra à Mayotte, mais c'est vrai que comme c'est à Mayotte, on n'allait pas l'évoquer là aujourd'hui. Et puis, un autre site que je vous recommande, qui est le site du réseau Sentinelle, qui vous présente en continu et de façon très intéressante sur le plan pédagogique avec des cartes, la situation épidémiologique, infection par